Bonjour à tous, je suis Maxime Rabillet, je suis journaliste chez Supply Chain Magazine et bienvenue sur Supply Chain Event et ce programme de conférence que nous avons concocté avec les exposants et que l'on a essayé d'orienter au maximum sur les retours d'expérience. Donc c'est un duo que nous avons sur scène aujourd'hui, un duo qui associe Frédéric Moine, responsable supply chain de Tipiac. Bonjour. Et Olivier Guillot, qui est responsable client grand compte chez Vif Software. Et je ne vais pas trop en dire sur le contenu, je serai bien en peine d'ailleurs, mais je vais vous en lire en tout cas l'intitulé. Prévoir et planifier pour une activité saisonnière dans un contexte complexe et fluctuant. Donc, Tipiac et Vif vous partagent la recette. Merci pour cette introduction. Oui, on a essayé de faire un titre pas trop pompeux et plutôt culinaire, ça nous ressemble. Donc, on vous a concocté une petite présentation en effet sur le retour d'expérience de Tipiac, de la mise en place de la planification et de la prévision dans l'organisation Tipiac. Et encore merci à Frédéric de bien vouloir vous présenter ce retour d'expérience. Mais on est plutôt parti sur une démarche assez ludique avec beaucoup de commentaires, voilà, pour que vous ayez une vision assez claire de ce qui s'est passé et que ce soit très intelligible, ce qui n'empêchera pas évidemment quelques questions à la fin. Voilà. Donc, pour ma part, donc, je suis Olivier Guillot, je travaille dans l'organisation Vif. On est juste là en stand 40, donc juste derrière vous, c'est un hasard, hein, l'organisation du salon. Ça fait 40 ans que l'on produit, qu'on édite des logiciels pour les industriels de process, majoritairement pour l'agroalimentaire, mais pour des secteurs cousins, type cosmétologie, pharmacie, nutraceutique, etc. Notre logique, c'est vraiment d'accompagner ces industriels dans leur performance. L'ADN de la boîte, puisqu'on est nous, on est une boîte familiale, donc c'est un petit peu iconoclaste dans cet environnement très capitalistique. Mais la logique, c'est d'accompagner des clients dans la durée sur des projets à forte valeur ajoutée. Donc nos clients, quand on commence à travailler avec eux, on en parlait avec Frédéric il y a quelques jours. On reparlera peut-être de la date de démarrage du projet, parce qu'elle n'est pas anodine. Il y a une petite anecdote là-dessus. Mais la logique, c'est vraiment d'accompagner les clients dans la durée. Donc on a des clients avec qui on travaille depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, sur des projets de performance, aussi bien sur des logiques d'exécution, donc de flux matière, que des logiques supply chain dont on va parler aujourd'hui. Puisque en fait, dans notre milieu agroalimentaire, c'est un endroit où contrairement à d'autres secteurs qui ont avancé très très vite, hein, de l'aéro ou d'auto par exemple, voilà, on est encore dans une industrie qui a besoin de se structurer. Donc certaines avancent vite et bien comme Tipiac, d'autres y sont encore et il y aura toujours des choses à faire. La supply chain, c'est aujourd'hui en agroalimentaire un axe de performance pour tous les industriels dans un contexte, comme on le disait, extrêmement complexe. Et donc c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait notre originalité, ce qui fait aussi l'originalité de cette industrie, puisque elle est là pour nous nourrir. Donc on peut la remercier tous et on peut la remercier d'être résiliente. Elle nous a déjà bien aidé pas mal de temps. Et ça rejoint le troisième point justement de notre ADN vif. Hein. L'objectif pour nous, c'est de contribuer, je dirais, à la persévérance de ces industries et particulièrement régionalement dans toute la France. Voilà, parce que c'est une industrie qui peuple nos campagnes, qui emploie beaucoup de monde, qui fait vivre un tissu industriel important. Et je pense que c'est important qu'on soit tous conscients de l'effort qu'elle fait au quotidien pour nous nourrir. C'est aussi important, je pense qu'on pense justement que ça emploie pas mal de gens dans nos familles. Et donc voilà, qu'on pense aussi que finalement acheter français, c'est pas si mal et qu'on fait de la bonne bouffe en France. Donc ce serait quand même dommage de ne pas y penser. Voilà, donc voilà, donc Vif, c'est un peu ça. C'est de l'édition logicielle, c'est de la technique, mais c'est aussi une ADN assez fort pour nos amis industriels et c'est des mariages dans la durée. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous le disais, on travaille sur un ERP vertical agroalimentaire, on ne le présente pas ici, mais on a à peu près 400 clients en France sur cet ERP, des PME, des ETI, des grands comptes. Voilà, la logique, ça fait 40 ans qu'on travaille sur des logiciels qui sont plutôt orientés, contrairement à d'autres qui sont ici et qui ont leur raison d'être, qui sont des boîtes à outils. Mais nous, on amène des solutions préparamétrées à nos clients, ou fortement paramétrables, pour que nos clients puissent les prendre en main par eux-mêmes et qu'ils soient très autonomes. Et c'est le cas de l'équipe aujourd'hui dont on parlera de celle de Tipiac. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans vos métiers, vous qui êtes certainement un peu de l'agroalimentaire dans cette salle, on changera régulièrement de clients, de distribution, de lignes de produits. Voilà, on a des aléas dans les achats. Voilà. On disait qu'il y a de la complexité dans un environnement fluctuant. C'est ça. Et donc, nos clients, ils doivent être réactifs par eux-mêmes. Donc, on leur transmet cette compétence-là.
Donc, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Ça veut dire que, bien sûr, on a un ERP qui est maître dans les données. Un seul référentiel, c'est très important pour nous. Un seul endroit où on renseigne les clients, les produits, les gammes, les nomenclatures. Et de tout ça, en fait, on va travailler sur des environnements de simulation pour répondre dans un premier temps à la demande, donc vive prévision des ventes. On est là pour gérer les notions de fonds de rayon, les gestions de promotion. Donc ça, c'est d'une complexité assez forte. Il faut que les industriels les maîtrisent pour bien sûr fournir le bon produit au bon moment, et répondre à ce fameux taux de service que notre GMS préféré a le droit d'appuyer fortement en termes de pénalité en fin de cycle. Donc voilà, donc d'un côté des contraintes en effet de potentiellement d'appro et de ressources, et de l'autre des clients qui sont extrêmement exigeants. Donc voilà, début de la quadrature du cercle. Ces prévisions, elles alimentent un module SNOP. Donc là, on est vraiment dans une vision stratégique de l'entreprise. On travaille sur une échelle de 12 à 18 mois, 24 mois pour certains. L'objectif, c'est d'anticiper d'un point de vue commercial, d'un point de vue ressources industrielles et d'un point de vue financier, voire achat matière. Par exemple, chez Tipiac, il y a des sujets, vous allez voir les produits phares, ce sont entre autres des coquilles Saint-Jacques. Le marché des coquilles Saint-Jacques, ce n'est pas ouvert toute l'année, ce n'est pas open bar, on ne peut pas en acheter n'importe quand, il faut l'anticiper. Et puis il y a des contraintes aussi, évidemment, de ressources. Donc voilà, donc là on est dans une logique d'allonger l'espace-temps. On en parlera aussi avec Frédéric dans quelques minutes. Et c'est l'objectif, c'est pour ces directions de enfin se mettre d'accord, ce qui n'est pas simple entre le commerce, l'industriel et la finance, voire les achats. Mais en tout cas d'avoir un processus d'entreprise qu'on réitère tous les mois et sur lequel on se donne de la visibilité sur les éléments clés. On ne travaille pas à la référence, on travaille évidemment sur des sujets importants comme l'ouverture d'un magasin, l'ouverture d'un pays, le retrait, le lancement, etc., etc. Donc voilà un processus qui est essentiel aujourd'hui et qui arrive dans nos industries agroalimentaires, là où il était peut-être plus présent ailleurs. Et puis un sujet qu'on va bien sûr bien embrasser avec Frédéric, la planification moyen terme, donc le PDP, le DRP, l'ORDO. Là, on est vraiment dans une logique d'optimisation des ressources, des usines dont on parlera dans quelques minutes, voilà, des ressources machines, des ressources humaines, mais aussi de bien penser aux approvisionnements et d'optimiser tout ça pour naturellement limiter les stocks et fournir aux clients les bons produits au bon moment. Voilà, donc tout ça, ce sont des enjeux assez forts qu'on embrasse et c'est ce qu'on développe avec un certain nombre de clients. Donc ici, vous avez une petite palette. Il y a des gens qui sont très connus avec des marques très fortes comme Tipiac. On est très attaché à cette marque. C'est un peu une marque sentimentale. Mais il y a des gens qu'on connaît moins bien parce qu'ils travaillent potentiellement pour la grande distribution. Ils font des produits MDD aussi. Mais vous en reconnaissez un grand nombre d'entre eux. Et on travaille dans des sujets dont les complexités sont différentes. Par exemple, en haut à gauche, Crudette, c'est une boîte qui fait de la salade en sachet. Donc quand on fait de la salade en sachet, tous les produits qui rentrent le matin, ils sont sortis le soir parce qu'ils ont une DLC tellement courte que voilà, il faut prévoir, reprévoir, replanifier 2 fois dans la journée. Dans d'autres activités, on travaille dans le sec, dans la conserve par exemple. Là, c'est moins embêtant parce qu'on peut faire des stocks. Mais quand on fait des stocks, naturellement, ça coûte cher à l'entreprise. Voilà, peut-être qu'il faut faire des débords, peut-être qu'il faut louer des espaces supplémentaires à l'entreprise. Donc en fait, les complexités sont différentes. Et derrière notre superbe monde agroalimentaire français, on a des complexités extrêmement différentes en termes d'origine de la matière, en termes de complexité industrielle, en termes de complexité de distribution. Voilà. Et derrière tout ça, nos industriels, ils essayent de se démêler de cette quadrature du cercle en mettant en place des organisations, surtout des hommes, et puis après un petit peu des outils, mais c'est surtout ça qui compte. Voilà, en quelques mots, ce que fait VIF. Et maintenant, je pense qu'on va passer à l'essentiel. Je vais passer la main à Frédéric, qui va d'abord nous présenter Tipiac. C'est important de représenter Tipiac, une très très belle entreprise qui a connu des évolutions dernièrement d'organisation, mais qui a un très beau panel de produits. Je pense que vous les aimez tous. Merci Olivier. Oui, je vais commencer par vous présenter un petit peu Tipiac. On est très fiers de cette entreprise. Tipiac, c'est une longue histoire. Ça a été créé en 1967 par la fusion de 2 entreprises qui sont plus que centenaires, Groult et Billard, je vais rentrer dans le détail. Et ces 2 familles sont restées actionnaires jusqu'en 2024, donc quasiment 200 ans avec le même actionnaire, ce qui est à mon avis assez rare. Et en 2024, on a été racheté par la coopérative agricole Terrena, qui reste aussi dans l'Ouest, donc pas très loin de chez nous. Tipiac, c'est pas très gros, c'est 215 millions de chiffre d'affaires. Souvent, on pense qu'on est un très grand groupe, mais on est vraiment une PME ou une ETI en tout cas. Et avec 1250, 1300 salariés au global sur toutes les activités. On a plusieurs activités chez Tipiac qu'on va rassembler en 2 grandes parties. Il y a une partie sec
avec l'épicerie qui est le cœur et historique de la maison, quoi. Tout ce qui est céréales, couscous, qu'on retrouve dans les rayons secs. Une petite activité en sec qui est la panification. C'est une usine qui fait des croûtons, et que des croûtons, c'est quand même très spécifique. Et après, on est dans le surgelé avec deux activités. Une qu'on appelle traiteur pâtissier, qui gère essentiellement des produits surgelés pour le food service ou l'export. Donc assez peu à marque. Et la partie plat cuisiné surgelé, dont je suis le représentant logistique, où on fait, c'est dans le titre, tout ce qui est plat cuisiné, mais plutôt à base de produits de la mer ou à tradition bretonne. On fait des galettes, des crêpes, des choses qui sont très, très régionales, quoi, avec une connotation très bretonne, quoi. Alors, je vous présente un petit peu nos produits, hein, parce qu'il faut faire un peu de pub quand même, quoi. Je vous conseille, quand vous allez dans les supermarchés, de vous arrêter au rayon sec. Vous verrez, chacun peut trouver son produit favori, quoi. Moi, c'est celui en bas à droite, mon préféré. Sérieusement, je vous le conseille, quoi. S'il y a des amateurs. Et on est aussi au rayon surgelé, donc c'est des produits, on parlait de coquille Saint-Jacques, qui est le produit phare chez Tipiac en surgelé, avec une très forte saisonnalité. Et donc c'est là qu'on va aborder un peu les problématiques d'appro, de planification, de prévision sur des produits avec une forte saisonnalité sur la fin d'année, quoi. Alors, on est originaire de Nantes, et quand on voit l'emplacement de nos sites industriels, on est resté quand même beaucoup dans l'ouest, puisque le plus loin où on s'est déporté dans l'est, c'est la Normandie, à côté de Pont-l'Évêque. C'est quand même pas très loin quand même. Donc c'était très ancré dans la région nantaise, et même avec notre nouvel actionnaire qui est Terrena, qui est une coopérative agricole qui est aussi de l'ouest, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus loin, quoi. Nos sites industriels, on est très attachés au territoire, quoi. C'est quelque chose d'assez important chez nous, la notion d'attachement au territoire. Alors, on a une ambition chez Tipiac, je vous la partage. Notre ambition, c'est fédérer et développer autour de la marque Tipiac et de valeurs partagées. La notion de valeur chez nous, on la vit tous les jours. Des entreprises pionnières, performantes, leaders au savoir-faire culinaire reconnu, quoi. En fait, la culinarité, c'est vraiment le cœur de la maison, quoi. On fabrique vraiment des produits qui sont bons pour le consommateur, bons à manger, quoi. C'est vraiment quelque chose de viscéral. Tous nos produits sont testés pour qu'ils soient supérieurs à la concurrence en termes de qualité organoleptique. Et ce qui est vraiment très marqué dans la maison, quoi. Mangez-en, hein. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés, je vous le conseille quand même. Maintenant, on va parler un peu plus du projet, et maintenant qu'on a fait le tour de Tipiac. Alors ce projet, on l'a appelé Vivifiant, parce que c'était quelque chose qui nous semblait tellement évident. Ça concerne tout le groupe Tipiac. Donc, toutes les entités, tous les circuits commerciaux, tous les sites industriels. Et ça concerne les deux processus de la supply, les prévisions de vente et la planification ordonnancement, quoi. Donc, ça a été un projet assez large, assez lourd, qui englobe la totalité de nos flux, quoi. On va voir quelques contextes et un peu d'enjeux avec maintenant que vous avez le cadre, hein, le cadre géographique, le cadre des produits. On va venir sur les enjeux et puis donc sur le déroulement du projet. Alors, on va parler d'abord un peu du contexte. Avant qu'on commence ce projet, on avait déjà une supply chain assez mature. Je veux dire, on partait pas d'une feuille blanche. On avait déjà une organisation qui était très claire, avec des postes qui étaient très bien définis. On avait des prévisionnistes, où c'était vraiment leur métier. On avait des planificateurs et des ordonnanceurs sur site. On avait des approvisionneurs, chaque fois avec des définitions de postes claires, des processus clairs, des supports de fonctionnement qui étaient assez clairs. Donc,
on avait déjà une structure et une organisation qui était assez solide et qui répondait bien à nos besoins, quoi. Mais, comme on va le voir plus tard, il a fallu faire un pas supplémentaire, quoi. On avait des processus qui n'ont pas beaucoup bougé en réalité, quoi, qui étaient avec des vrais rituels qui étaient bien respectés. Alors, ils n'ont rien d'exceptionnel, hein, ces processus, ils sont à peu près partout pareils. On a des processus hebdomadaires où le lundi, on fait des prévisions de vente, où on les injecte dans les systèmes. Le mardi matin, on fait le PDP, le plan de production. Le mardi après-midi, on fait l'ordonnancement. Et le mercredi matin, on valide tout ça avec la production, quoi. Et pour que le mercredi après-midi, tous nos systèmes soient mis à jour pour les appros et les achats. Alors, on travaillait historiquement et toujours sur un horizon de 52 semaines à la maille hebdo, quoi. Ça semble assez détaillé pour du surgelé, mais compte tenu du fait qu'on est très saisonnier, on a besoin d'une finesse pour calculer nos couvertures de stock et planifier au plus juste nos productions, quoi. Et on a aussi un processus qui était mensuel, qui déterminait ce qu'on appelait le plan de charge d'usine, les ouvertures de ligne, qu'on rechallenge tous les mois sur un horizon de 6 à 8 mois à peu près, quoi. Tous les mois, on rebalaye, on réajuste en fonction des ventes, des prévisions, de la performance industrielle, nos ouvertures de ligne, quoi. Donc quelque chose d'assez institutionnalisé, qui tourne bien et qui nous permettait jusqu'à présent de répondre à nos besoins, quoi. Oui, c'est un socle qui est important, ces processus, ces organisations, en effet, puisque l'outillage est une chose qui va venir s'appuyer sur ces processus, ces organisations et l'optimiser. Mais voilà, la valeur ajoutée et l'organisation de la supply chain, ce sont des hommes et des processus. Et c'était une base solide sur laquelle on s'est appuyé, sur laquelle il y a eu de l'optimisation, on va en parler. Mais c'était déjà un socle, en effet, de maturité intéressant. Il est clair que les hommes, ça fait toute la différence. Les bons hommes au bon poste. Voilà, il ne faut pas se tromper, quoi. Alors, je vais parler sur le surgelé. On en est sur un marché qui est compliqué. En fait, il n'y a plus de croissance dans le surgelé, quoi. Croissance volume, elle est quasiment nulle. La seule possibilité de faire de la croissance, c'est d'aller prendre des parts de marché à nos petits confrères et concurrents. Donc, c'est un marché qui devient très dur, où toute la non-performance se paye tout de suite. Et donc, il faut être chaque fois meilleur, un peu plus meilleur que nos concurrents, quoi. Et donc, c'est un marché qui devient très exigeant, quoi. La conséquence de ça, c'est aussi un marché qui devient de plus en plus complexe, et à la fois sur les produits et à la fois sur le marché. Plus complexe sur les produits, même si on n'a pas de croissance volume, on a une variabilité de la demande qui est de plus en plus importante. Les consommateurs consomment des produits festifs de plus en plus tard. Les clients approvisionnent de plus en plus tard. Il y a des changements de consommation qui sont assez rapides et on a du mal à reproduire nos modèles d'une année sur l'autre. Et donc, ce qui nous demande aussi une agilité de plus en plus forte pour pouvoir servir nos clients, quoi. On a une accélération des cycles de vie de nos produits. La durée de vie de nos produits est de plus en plus courte. Donc, quand on lance un produit, il a une durée de vie qui a été fortement réduite. Donc, il est rénové, le packaging est revu régulièrement. Donc, ça change toute la gestion des stocks. Et le pilotage des cycles de vie des produits devient vraiment très important pour éviter l'obsolescence et le taux de service. Aujourd'hui, on a 60% de nos volumes qui sont en promo. Donc forcément, si on a ou pas la promo, si elle fonctionne bien ou ne fonctionne pas, ça a un impact sur toute l'organisation, quoi.
La conséquence aussi d'un marché stable, c'est qu'on a essayé de se différencier. Donc, en se différenciant, on a tout simplement démultiplié le nombre de références. Alors, je vais faire un petit exemple. Il y a quelques années, il y a 20 ans, il y avait une coquille bretonne pour le fond de rayon et une coquille bretonne par 5 pour la partie promotionnelle, quoi. Bah, aujourd'hui, on a des coquilles avec des formats par 6, par 8, par 10, par 12, avec des offres standards, des offres en prix-choc, des offres à droite, à gauche, quoi. Le marketing est très créatif là-dessus. Donc, on a démultiplié le nombre de références. Et donc, en termes de complexité de gestion, on a démultiplié ça aussi. Et ça devient un vrai enjeu de savoir gérer cette complexité, quoi. Alors, on travaille, comme je veux dire, dans le surgelé sur des produits très festifs. Ça veut dire qu'on va vendre l'essentiel de nos produits en quelques semaines sur la fin de l'année, quoi. Mais pour les produire, on est obligé d'anticiper très en amont. On anticipe quasiment à partir de mi-mai, début juin, des produits pour Noël, en sachant qu'à cette période-là, on n'a pas de confirmation client, quoi. Donc ça veut dire qu'on commence à travailler à l'aveugle. Et petit à petit, en fonction de l'avancée des informations, on réajuste les volumes de fin d'année, quoi. Donc, chaque fois, on travaille un peu sur du sable mouvant. Et il faut simuler les atterrissages, revoir les atterrissages, revoir les plannings, revoir l'heure de lancement, quoi. Alors, dans l'agroalimentaire, on subit, je pense qu'il n'y a pas que nous, hein, beaucoup de problèmes de disponibilité matière. Dernièrement, on a des problèmes avec le cabillaud pour nous, quoi. C'est une matière qui a un peu de mal à être approvisionnée, quoi. Il y a quelques mois, on avait des problèmes avec les œufs. Enfin bon, il y a régulièrement là, des problèmes d'appro qui impactent directement notre planification. Il y a quelques années, on ne tenait pas trop compte des contraintes d'appro matières premières. Aujourd'hui, on est obligé de les gérer et d'en tenir compte dans nos planifications en tenant compte de la disponibilité de ces matières. Et on gère malheureusement de plus en plus de crises, des crises sanitaires, des alertes, qui nous obligent chaque fois à revoir un peu au dernier moment certains plannings ou de sécuriser certains appros, quoi, qui ne sont pas optimum en termes de fonctionnement, mais si on n'en tient pas compte, on ne pourra pas livrer nos clients, quoi. Donc beaucoup de complexité à gérer, quoi. Alors, on gérait tout ça parce que, comme vous avez vu, on avait des outils un peu maison quand même, on avait une organisation, mais l'augmentation de ces complexités a fait qu'on a touché les limites de nos outils, on a touché les limites de nos façons de faire, et une partie de nos outils qui géraient ça, c'était des outils maison, développés un peu à façon, et ils devenaient obsolètes. Et c'est pour ça qu'on est parti avec VIF pour essayer, enfin c'est plus qu'essayer, pour pouvoir continuer à piloter de façon plus optimum toute cette complexité qu'on subit en partie, quoi. Alors, les enjeux du projet, alors ils sont très basiques, hein, les enjeux du projet, ils sont standards, quoi. Il faut continuer à servir notre client au mieux, quoi. C'est quand même la base de la supply chain. Il faut maîtriser les coûts, parce que comme on l'a dit, on est dans un environnement concurrentiel, donc la notion de coût est quand même extrêmement importante. Et on a besoin d'anticiper, donc donner de la visibilité à tous les acteurs en interne et en externe chez nous, quoi. Aussi bien aux services achats ou aux appros, qu'aussi bien à nos prestataires ou à nos fournisseurs, histoire qu'ils nous aident. On leur communique aussi des prévisions sur du long terme, quoi, pour pouvoir qu'ils s'organisent et mieux nous servir, quoi. Il y a une vraie logique de supply chain étendue. Aujourd'hui, on est plus concentré de regarder en interne ce qui se passe, mais la plupart de nos clients, en particulier en agro, du fait de la pression aval des clients, hein, Tout à fait. le taux de service et les pénalités sont là. Donc l'idée, c'est en effet de nouer des relations extrêmement fortes avec les
avec les fournisseurs clés, donc leur donner des informations sur les besoins forcément, mais aussi sur tous les prestataires. Par exemple, en effet, c'est une des caractéristiques, mais bien sûr pour stocker les produits qui sont vendus les dernières semaines, bien sûr il y a de l'achat de prestations, hein, évidemment externe. Donc il faut bien prévenir son prestataire suffisamment tôt, mais aussi avec je dirais le bon volume, hein, tant qu'à faire, parce que sinon on paye de l'espace pour rien et ça coûte cher. Voilà, donc on est dans une logique vraiment de se dire, en fait, cette supply chain Tipiac, elle est vraiment collaborative en amont, en transverse et en aval avec le client, parce que plus on donne de la visibilité au client, plus le jour où on a un petit problème, il y a forcément des cailloux dans les chaussures, hein, parce que voilà, ça serait un monde théorique. Et donc voilà, donc c'est aussi ça qu'on se doit d'amener et de libérer du temps aux équipes justement dans leur travail au quotidien pour amener cette valeur ajoutée finalement, au-delà de faire évidemment le quotidien, de prévoir, de planifier, c'est aussi je dirais, un des enjeux, c'est de donner la visibilité et donc de collaborer. Et ça c'est du temps à forte valeur ajoutée en interne, en externe. Et c'était un enjeu fort du projet. Et je pense que là-dessus, on a aussi été assez efficace. Oui, c'est vrai. Non, mais l'agilité qu'on a besoin, on ne peut pas être agile tout seul. Dans un environnement, on a besoin que nos fournisseurs et nos prestataires soient agiles, ou en tout cas aussi agiles que nous. Sinon, on est vite bloqué, quoi. Et pour leur garantir de l'agilité, il faut leur donner de la visibilité, quoi. C'est en partie le deal qu'on a avec eux, quoi. Alors maintenant, pourquoi on a choisi Vif ? Là, tu vas leur dire. C'était une bonne question, quoi. En fait, Vif nous a proposé une solution qui est assez complète et surtout qui communique et interagit de manière assez fluide avec non seulement les outils de Vif, mais avec nos outils. Donc, on parle d'agilité. Là, c'est assez simple d'avoir des infos, de pouvoir interagir avec les différents outils et de façon quasiment transparente pour les utilisateurs. Et donc, on ne passe pas du temps à gérer l'outil, on s'occupe réellement du métier, quoi. On partage aussi de façon le même référentiel. Aujourd'hui, toutes nos données, pour l'essentiel, sont dans notre ERP qui est SAP, quoi. On n'a pas de données dans Vif en tant que tel, mais on capte les données et on a un vrai référentiel qu'on partage de façon unifiée avec toute l'entreprise et qui est mis à jour instantanément. Je veux dire, chaque évolution d'une partie des données se retrouve sur la planif en moins de 24 heures, donc c'est assez confort. On ne se pose pas la question si on a les bonnes données, les mauvaises données, ça c'est clair. Et un petit plus qu'on avait identifié avec Vif, Vif est assez renommé pour travailler dans l'agroalimentaire. On a vu tout à l'heure la présentation d'Olivier sur les entreprises et on s'est servi des équipes de Vif pour se challenger en disant est-ce que la façon dont on travaille est la plus pertinente. On était en interne assez contents de comment on travaillait, sauf que on ne compare pas souvent, on ne va pas voir nos confrères, nos concurrents. Donc c'était le moyen de se dire, est-ce qu'il y en a d'autres qui font mieux ? Et on s'est servi des équipes de Vif pour qu'ils nous challengent en disant, comment ils font nos confrères ? Est-ce qu'on a une bonne pratique ? Est-ce qu'on a les bonnes pratiques, les pratiques les plus performantes ? Donc ça, c'était un vrai point, je veux dire, extra projet, quoi, mais qui nous a permis aussi d'avancer et de nous améliorer, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on essaye d'animer à travers nos équipes, hein, parce que la plupart de nos équipes sont issues de l'agroalimentaire, donc ils sont ingénieurs agro, ou c'est des gens qui travaillent en agro, et puis un jour ils ont fait un projet informatique, et puis ça y est, ils sont tombés dans le côté obscur de la force, donc ils sont devenus consultants en informatique et en supply chain. Donc ça, c'est important pour nous. En supply chain aussi, nos consultants sont certifiés APIX. Ça, c'est aussi important parce qu'il y a des standards qu'il faut appliquer. Donc, c'est des standards nord-américains, comme souvent. C'est des standards qui irriguent notre R&D et qui irriguent aussi nos équipes. Donc, un processus de planification, ça ne fait pas d'ordonnancement. Un processus de planification, ça ne fait pas de SNOP. Souvent, on est un peu dans la confusion des genres, ça peut arriver. Et c'est normal, parce que c'est un sujet un peu nouveau et un peu complexe parfois. Voilà, donc, on essaie de travailler dans ce sens-là. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'on cultive, je dirais, à travers notre ADN, puisque tous les ans, on fait 2 ans deux jours d'animation à notre siège de Nantes, donc qu'on appelle les Agora Vif. Voilà, donc vous pouvez voir ça au stand des 40 derrière si vous voulez en parler après. Mais c'est un endroit où en fait, on réunit nos clients, nos prospects, notre écosystème. Donc, Supply Chain Magazine est bien
vient régulièrement, par exemple, entre autres. Mais voilà, il y a tous les influenceurs de ce milieu. Et en particulier, on a une communauté supply chain de clients, de cabinets de conseil, de gens qui travaillent dans la supply chain à droite et à gauche. Et l'objectif, en effet, c'est de se mettre en relation pour partager les bonnes pratiques, parce que tous nos clients constatent des contraintes telles que Frédéric vient de les évoquer. Elles sont différentes suivant qu'on soit laitier, qu'on travaille sur tel ou tel secteur. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on essaye d'amener, en effet, dans la corbeille de notre édition et de notre intégration. Merci Olivier. Alors, le projet, il y a eu 2 projets. On a traité les prévisions de vente dans un premier temps, au niveau groupe, donc ça veut dire vraiment avec toutes les entités en même temps, parce qu'il y a qu'on planifie du sec ou du surgelé, c'est à peu près la même chose. On s'est rendu compte que nos processus étaient quand même très, très identiques. Et ça nous a pris entre 8 et 9 mois. Alors après, le processus est assez standard, hein. Analyse, formation, maquettage et puis paramétrage. Et sur la partie surgelée, c'était un ETP à temps plein. Alors pas de façon uniforme sur toute la durée du projet, mais petit à petit, plus on montait dans le projet, plus en plus de monde était impliqué. C'était de plus en plus... il y a plus de TP en parallèle. On a commencé quasiment avec un demi-ETP, on est quasiment arrivé à 2 sur la partie paramétrage. Donc c'est un temps assez important quand même à consacrer. La partie planification, on l'a gérée plus par entité, parce que la planification, c'est simplement reprendre nos schémas industriels et les adapter dans un outil pour le mieux les gérer. Et donc le schéma industriel du sec, comment fabriquer des céréales ou des plats cuisinés surgelés, ça n'a rien à voir. Donc on l'a vraiment traité de façon par BU, on va dire. Et on y a passé un peu plus de temps, puisque même dans la BU surgelée, on a 7 lignes de production qui fabriquent des produits qui sont très différents. Et avec des contraintes qui sont différentes, il a fallu rentrer dans ces contraintes industrielles pour bien savoir qu'est-ce qu'on planifiait, quels étaient les goulots d'étranglement, quels étaient les vrais enjeux de chaque ligne industrielle. Donc avec le même fonctionnement, on a mis à peu près 12 mois pour fonctionner. Alors la petite anecdote sur la durée du projet, ça a été beaucoup plus long, parce qu'on a commencé les prévisions de vente en février 2020. Et je vous confirme qu'au bout de 2 réunions, ça a arrêté, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé par là. On ne l'avait pas mis dans nos prêves. C'était pas planifié. Et donc pendant 1 an, on n'a quasiment rien fait. Donc on est reparti réellement à partir de 2021, un petit peu en pointillé, un peu Et donc le vrai démarrage, ça a été 2021, même si officiellement c'était février 2020. Alors après, on était encore plus convaincus qu'il fallait simuler, hein, parce que pendant le Covid, tout le monde a simulé, resimulé, désimulé, resimulé. Donc là, tout le monde est encore beaucoup plus convaincu qu'il fallait au bout de ce projet. Il a fallu être très agile, je confirme, parce que nous, on a tourné toute la période du Covid avec toutes les lignes ouvertes, mais c'était un peu acrobatique. C'était de l'agilité, mais presque plus que ça. Juste un dernier petit commentaire sur ce slide. Ce qui est important dans la méthodo ici, c'est qu'apraprès une courte période d'analyse, hein, où on étudie les spécificités de Stipiac en termes de clients, de produits, mais aussi de schémas de production, de schémas logistiques. Donc on va faire un mapping dans les outils de la cartographie du client. Ce qui est très important, c'est que dans notre logique, encore une fois, c'est que le client soit très autonome à l'issue du projet. Et donc en effet, on rentre ensuite dans une formation maquettage collaboratif. Ça veut dire que très rapidement, les équipes, il n'y a pas d'effet tunnel, on ne passe pas du temps à faire des schémas sur les papiers, etc. Voilà. On en fait un peu parce qu'il en faut, mais la logique ensuite, c'est vraiment de rentrer dans le paramètre de l'outil. Et en fait, on fait un jumeau numérique, waouh, génial, je l'ai sorti, de l'organisation de Tipiac et des flux de Tipiac. Et donc ça c'est aussi important, parce que ce sont les utilisateurs finaux qui sont impliqués directement. Et donc très rapidement, ils maîtrisent les sujets, très rapidement, ils sont capables de paramétrer des flux, très rapidement, ils sont capables de paramétrer des règles de gestion. Et en fait, à l'issue de ça, ils vont avoir une autonomie maximale. Et aujourd'hui, on intervient vraiment, mais même pas en pointillé, en goutte d'eau, je vais dire, voilà, de temps en temps. Mais voilà, ils sont tout à fait autonomes pour faire des changements.
y compris des changements de schéma directeur logistique, ce genre de choses, construction de lignes, etc. etc. C'est vraiment voilà, c'est l'objectif. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un temps d'apprentissage, mais finalement, c'est des projets qui sont assez courts par rapport à la montée en compétences de ces personnels. Alors, on a essayé d'identifier les facteurs clés de succès, quoi. Le premier qu'on a clairement identifié, c'est qu'il faut être vraiment très clair sur quels sont les objectifs de ce projet, quoi. Voilà, il ne faut pas se tromper, être bien clair. Et la stratégie qu'on veut développer, qu'on veut appliquer, quoi. La deuxième, c'est vraiment l'implication des parties prenantes. Alors quand je dis des parties prenantes, c'est pas simplement la supply. Je vais vous donner 2-3 exemples. Je veux dire, pour faire des prévisions de vente, il faut forcément que le commerce et le marketing montent à bord, quoi. Je veux dire, faire des prévisions de vente sans le commerce et le marketing, ça ne marche pas, quoi. Pour faire de la planification, on a poussé, nous, l'automatisation de façon assez importante. Il faut forcément la prod, il faut forcément le contrôle de gestion industrielle, mais on a fait monter aussi la qualité. On a des produits qui ont un blocage quarantaine. Aujourd'hui, il est automatisé dans le système de planification et les données sont gérées par la qualité, quoi. Et il faut que la qualité comprenne l'importance de la fiabilité des données qu'ils mettent dans le système, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à impliquer le plus large possible, quoi. Forcément, pour impliquer, il faut aussi un sponsor qui soit la direction générale. Ce n'est pas la supply tout seul qui peut supporter ce type de projet, quoi. Il faut maîtriser les process et les rituels, donc c'est ce qu'on avait vu. Il faut, à mon avis, avoir une certaine maturité parce que c'est déjà compliqué de déployer un outil comme ça. Et si on n'est pas clair sur comment on doit fonctionner, ben, ça fait une étape supplémentaire de réflexion qui peut, à mon avis, rendre le déploiement du projet beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long, quoi. Parce qu'on remet en cause des fonctionnements et on a déjà avancé dans le déploiement et le paramétrage de l'outil, quoi. Et il faut être aussi très clair sur la définition dès le début des horizons, des mailles, des unités. Je veux dire, il ne faut pas faire des prévisions de vente au mois pour se rendre compte 6 mois après qu'on veut des données de façon hebdomadaire, quoi. Je veux dire, ça paraît évident, mais il faut être très clair sur ce qu'on veut au départ, quoi. Et les risques, ben, le risque, c'est le travail en silo, hein. Malheureusement, ça, c'est comme beaucoup de projets. Le risque, c'est que chacun travaille dans son petit coin et qu'on n'arrive pas à communiquer, quoi. Donc, il faut vraiment travailler de façon collaborative. Ça a été un point qui a été plutôt bien réussi chez nous. Alors, culturellement, on travaille quand même de façon assez collaborative, mais je pense que ça peut être un vrai écueil. Et l'autre point de vigilance, c'est les données. Alors, quand je dis les données, c'est toutes les données qu'on va utiliser pour les prévisions de vente et la planif. Il faut que ces données soient accessibles, mais elles soient de qualité, quoi. Alors, on pense avoir des données de qualité. Nous, on pensait qu'on avait des éléments assez propres. Mais malgré ça, on se rend compte que la dépollution des historiques n'était pas aussi fine qu'on le souhaitait, quoi. Et toute une notion de synchronisation. Quand on parle de planification, on parle de stock. Les stocks aujourd'hui, ils sont gérés dans le RP. C'est quel stock on récupère, à quel moment, comment on les synchronise, pour éviter qu'on se rende compte qu'on a au fond deux outils avec deux stocks qui ne sont pas synchronisés au même moment, à la même minute, parce qu'on parle de ça de vraiment de minutes, hein. Nous, on tourne des fois en 3-8. Donc, on ne peut pas se permettre de faire une photo à 1h du matin et une autre à 4h, quoi. Je veux dire, on n'a pas les mêmes stocks. Donc, ça aussi, ce point-là, ça a été un point d'écueil où on a été assez vigilant pour avoir vraiment les bonnes données et pour avoir des éléments très cohérents, quoi. Et puis, le pilotage du projet, forcément, c'est un projet assez transverse, il faut le piloter. Et ce qui a plutôt bien marché chez nous, c'est avec un double pilotage, métier et SI, où on a été assez... on a vraiment travaillé en binôme. Je parle pas de VIF, hein, je parle vraiment en interne TIPIAC, parce qu'il y a des choix qui sont demandés par le métier qui ne sont pas réalistes pour la SI ou vice-versa. Donc, il y a vraiment des échanges et des arbitrages à faire entre ce que le métier veut et ce que la SI peut faire et inversement, quoi. Alors, quels sont nos résultats, hein? Alors, on a
clairement amélioré nos indicateurs de la supply. Alors, pas forcément le taux de service, parce qu'on avait déjà un très bon taux de service. On était supérieur à 99, 99,5. Donc, ça nous a pas, on n'a pas amélioré ce point-là. Ce qu'on a amélioré, c'est la gestion de nos stocks. On a des stocks qui ont beaucoup baissé, quoi. Et surtout l'obsolescence produits et matières premières qui a quasiment été divisée par 5. Donc en parlant de coûts, là clairement c'est vraiment un des résultats les plus frappants. On a gagné aussi en productivité dans les équipes de supply. On passe moins de temps à faire les prêves, la planification. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé des effectifs, c'est qu'on les a réorientés sur réaliser des simulations, gérer mieux la complexité, quoi. On a eu des effets indirects, mais plutôt positifs, c'est qu'on a une meilleure stabilité de notre planning de prod. Voilà. Alors, entre autres parce que nos prévisions se sont clairement améliorées. Historiquement, alors, on mesure la fiabilité de nos prévisions sur un horizon de 6 semaines chez Tipiac. Voilà, c'est historique. Donc, voilà, c'est pas M-1, mais à 6 semaines. Historiquement, on était autour de 80-85%. Et depuis les 2 derniers mois, on va dire, on est à plus de 90%, on est monté à 93% dernièrement, quoi, ce qui est assez exceptionnel. Et donc forcément, quand on est à 90%, ça se joue sur la stabilité de nos plannings de production. Donc, on fatigue moins nos équipes à bouger le planning, on a plus de temps pour optimiser l'ordonnancement et on gagne en performance industrielle, quoi. Le 4e point, c'est la rapidité de décision. Aujourd'hui, on est capable de changer notre planning de production d'un site on va dire, entre une info qui vient du commerce et jusqu'à l'ordonnancement sur ligne, environ 1h30. Donc, et avant, on a fait des simulations. On simule si... et 1, 2 ou 3 plans de production et après on arbitre et on appuie sur un bouton tout simplement et on envoie tout ça en production et en 1h30 on est capable de changer de pied, donc c'est quand même très 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 flexible en termes d'agilité pour répondre à des besoins ou en tout cas pour arbitrer les différents scénarios qu'on peut avoir fait. Et puis après, on a gagné en crédibilité interne, hein, forcément, quand on revient avec des éléments de prévision de vente plus fiables, qu'on a démontré qu'on a différents scénarios factuels, chiffrés, on est un peu plus écouté que on a été avant, quoi. Et aujourd'hui, on a une meilleure transversalité, c'est-à-dire qu'on a nos services support, les achats, le contrôle de gestion, voire même nos prestataires, viennent nous voir pour nous demander des informations. Donc ça prouve qu'on s'est quand même fiabilité ouais, voilà, qu'on est devenu crédible et qu'on a des sources d'informations qui sont plus fiables et que nos collègues des autres services viennent nous voir pour avoir l'info la plus juste. Alors, les prochaines étapes, alors certaines sont déjà entamées. Mettre un outil, c'est bien, mais on se rend compte que forcément, il ne démarre pas avec 100% comme on l'aurait souhaité. Il y a toute une phase d'optimisation qui prend du temps pour gérer, alors on va dire les exceptions, les cas qu'on n'avait pas forcément identifiés, quoi. Donc il y a vraiment une amélioration continue après le départ des équipes de VIF. C'est pour ça qu'on est autonome aussi, hein, ce qui est un vrai avantage, c'est que ça nous permet de faire évoluer nos schémas, nos paramétrages, nos façons de voir. Et la dernière étape qu'on doit enclencher, qu'on n'a pas encore de façon très, très structurée, c'est la partie SNOP avec une vision à 24-36 mois. Aujourd'hui, on est encore sur Excel et ce n'est pas forcément ce qui est le plus efficace. Donc cette partie-là, ça va être la prochaine étape pour Tipiac. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ce témoignage pertinent. Alors, on va avoir le temps au maximum pour une seule question. C'est moi qui vais la poser, du coup. Non, vous évoquiez à la fin les enjeux de crédibilité, à la fois en interne, vis-à-vis de vos prestataires.
Vous aviez évoqué plus en amont la question et l'enjeu qu'il y avait autour de la visibilité donnée à vos clients et justement sur l'accueil qui est fait à vos progrès de la part des clients. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, c'est surtout, alors nos clients, ils le lisent surtout avec nos taux de service. Non, la crédibilité, elle est surtout sur nos fournisseurs et nos prestataires. On communique tous les mois des prévisions de vente des matières concernées à nos fournisseurs ou des prestataires logistiques. On leur donne toutes les données d'entrée, de sortie, de niveau de stock sur un horizon de 3 à 6 mois, quoi. Et ça leur permet vraiment de s'organiser et surtout, on respecte de plus en plus ce schéma-là. Donc, ils commencent à s'appuyer sur nos données en disant, on va dire Tipiac, ça va faire le job et les autres, ils vont varier à côté, quoi. Et c'est là où on a eu plus de retours de nos fournisseurs nous disant que nos données étaient de plus en plus performantes et plus fiables. Merci. On arrive au bout, mais il y a la possibilité de poursuivre la discussion. Alors, je vois que vous avez mis le numéro de stand, mais il est juste en face. Et merci encore à vous deux. Merci à vous, merci pour votre écoute. Bonne journée. Merci beaucoup.